Je vais laisser la parole. Maintenant, on part dans un tout autre domaine, aussi dans une application de à quoi peut servir l'IA tous les jours sans qu'on s'en rende compte, mais aussi, j'irai sur du plus long terme, à quoi pourrait être utilisée l'IA dans des transitions durables. On pense actuellement au réchauffement climatique, etc. Et je laisse la parole tout de suite à monsieur Eric, au docteur Eric Valette, de la société Aqua 4D. Je vous laisse la parole. Merci. Merci bien, merci pour l'invitation. Alors on va faire une petite pause par rapport à l'intelligence artificielle, la robotique, mais ça s'inscrit parfaitement dans le thème du jour qui reste la qualité de la vie, quelle vision pour le futur. Et on est fait à 99% de molécules d'eau. On vit sur la planète bleue, 2/3 de l'eau. Donc l'eau, c'est quand même majeur en termes de qualité de vie sur notre planète. Et je vais donc parler un petit peu comment soutenir les transitions durables à travers le monde grâce à la technologie de l'eau. Aujourd'hui, on connaît pleinement le stress hydrique qui existe dans de nombreux pays et qui devient chaque année un peu plus compliqué. Et ce stress hydrique, on sait que ces prochaines années, il ne va pas s'améliorer. On a déjà des régions désertiques, arides, semi-arides, où on a de plus en plus de difficultés par rapport à des épisodes de sécheresse, de pénurie en eau, etc. Les réserves sont limitées. On sait que l'eau douce est limitée à 3% sur la planète. Et si on regarde la partie qui est exploitable par l'homme, elle est beaucoup plus faible que ça. On parle de 0,001% seulement. Et toute cette eau, elle est utilisée dans 3 secteurs. Et le plus gros consommateur, c'est l'agriculture, et principalement avec l'irrigation. Et donc quand on parle d'irrigation et d'agriculture, c'est pour la protection alimentaire mondiale. Et donc c'est également extrêmement important. Et on voit là, donc c'est des articles, maintenant, il n'y a pas un jour qui passe sans des articles qui montrent qu'on a des situations de sécheresse très, très problématiques, on a les réservoirs d'eau, les barrages qui s'épuisent, et dans tous les pays, sur tous les continents, enfin pas tous les pays, mais dans de nombreux pays sur tous les continents. Je ne vais pas tout passer, mais juste ici, peut-être le dernier, on est très actif aux États-Unis et principalement en Californie où on a une filiale. Donc la Californie, c'est le grenier des États-Unis au niveau de la production de fruits et légumes, plus de 70%. Et cette année, ils font face à une situation extrêmement compliquée, catastrophique même, au niveau de leurs ressources en eau. Et donc il y a des restrictions importantes au niveau des allocations d'eau et qui vont être de plus en plus compliquées les prochaines années. Et donc on est en face d'un challenge important au niveau mondial, c'est comment nourrir une population croissante. On s'attend à avoir 10 milliards d'habitants en 2050, avec le changement climatique, donc on a plus d'épisodes de gel, de sécheresse, d'inondations. Vous voyez chaque année, donc cette année on n'a pas de problématique de sécheresse, notamment ici en Suisse, c'est une année un peu particulière, mais on a eu beaucoup d'eau. Mais on sait que même si la Suisse est le château d'eau de l'Europe, on a des problématiques aussi de manque d'eau dans certaines périodes, et notamment on est sur un projet Lienne-Raspille en Valais pour régler ces problématiques de manque d'eau sur certaines communes pour la période estivale. Et donc, aujourd'hui, on a une dégradation de la qualité de l'eau, on a une dégradation de la qualité des sols, on a ces changements climatiques, cette population grandissante, on a le manque d'eau dans de nombreuses régions, et pourtant, il va falloir nourrir plus de population. Donc comment on fait? Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc pour résoudre ces équations, il faut des nouvelles technologies. Et c'est là qu'arrive aussi la robotique, l'intelligence artificielle, l'analyse des données, les drones, les satellites, etc. pour être plus efficace. On doit être plus efficace pour arriver à nourrir plus de population avec moins de ressources. Et c'est aussi où s'inscrit notre entreprise et notre technologie. On va aider justement à pouvoir produire plus en utilisant moins de ressources. Et je vais y revenir. Aujourd'hui, on est présent sur 3 domaines d'application. Le principal, c'est celui de l'irrigation, pour améliorer l'efficacité en irrigation à travers de l'irrigation de précision. On est aussi actif au niveau de la gestion durable de l'eau dans les bâtiments, en éliminant les problématiques d'entartrage, de corrosion et de développement bactérien. Et une petite niche aussi pour l'alimentation en eau dans les élevages et améliorer la biosécurité en éliminant les problématiques bactériens et utilisation d'antibiotiques excessives, etc. L'entreprise, on est assez proche de Martigny, on est basé à l'écoparc de Daval à Sierre. Donc je vais
pas passer dans le détail, mais aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'installations dans plus de 40 pays, donc on a une technologie qui est très crédible, on a des milliers de références sur les 5 continents. La technologie, on travaille avec des champs de résonance électromagnétique qui vont modifier certaines propriétés physiques de l'eau. Donc chimiquement, l'eau, c'est exactement la même chose. On ne rajoute rien à l'eau, on n'enlève rien à l'eau. Par contre, ces champs de résonance vont modifier certaines propriétés physiques de l'eau qui vont permettre une meilleure répartition des éléments dans l'eau, une meilleure dissolution. Quand on parle de l'eau, la molécule H2O, elle n'est jamais isolée. On a ce que l'on appelle des clusters d'eau de plusieurs centaines ou milliers de molécules d'eau ensemble. Et entre ces clusters d'eau, on va retrouver les bactéries, les minéraux, etc. Et donc nous, avec nos technologies, on va avoir une meilleure dissolution, une meilleure répartition de ces éléments. Et si on prend un microscope optique, par exemple, vous voyez sur ces photos en bas, c'est des fines gouttes d'eau d'1 ou 2 mm qu'on a laissé évaporer sur des lames porte-objets, qu'on passe ensuite sur le microscope. C'est exactement la même qualité chimique, une eau traitée, une non traitée avec notre technologie. Et on se rend compte que la forme du dépôt, la répartition des dépôts, la taille des minéraux est différente. Mais chimiquement, c'est exactement la même chose. Et si on va ensuite avec un microscope électronique pour aller plus finement, là on se rend compte, c'est l'exemple du calcaire, donc du carbonate de calcium, on se rend compte que, pareil, on a les mêmes concentrations de carbonate de calcium. Par contre, avec notre technologie AquaKD, on va avoir un type de cristallisation différent. Au lieu d'avoir ce que l'on appelle de la calcite, qui est cette forme cubite un peu grossière qui adhère aux parois et qui entraîne de l'entartrage, on a des fines aiguilles que l'on appelle aragonites qui vont rester dans l'écoulement et qui vont éviter ces dépôts. Et on a aussi un effet curatif où on va éliminer des dépôts déjà existants. La technologie, vous voyez sur ces photos, on l'utilise dans tout type de situations dans l'agriculture, sous serre, en hydroponie, aéroponie, en plein champ, sur des petites installations ou des plus grosses installations avec skid, et notamment en Californie où il y a des grosses pompes et des gros débits. On utilise très peu d'énergie, donc on peut facilement alimenter avec des petits panneaux solaires. Donc, comme je vous ai dit, on agit sur certaines propriétés physiques de l'eau, mais dont l'objectif in fine, c'est d'avoir des impacts positifs directs sur les réseaux d'eau, sur le sol et sur les plantes. Le fait d'avoir ces clusters d'eau plus petits, ça permet à l'eau d'être, on va dire, plus fluide. Donc elle va pénétrer plus facilement dans le sol, lorsqu'on a des problématiques de salinité, de compaction du sol, ou selon la qualité du sol. Et une fois que l'eau pénètre dans le sol, elle peut aller plus finement dans les micropores du sol, ce qui permet d'avoir une meilleure rétention en eau dans le sol, ce qui nous fait faire des économies de l'ordre de 30% en eau. Et comme l'eau peut aller plus finement dans les micropores du sol, les racines peuvent aller chercher cette eau dans les micropores du sol et on va avoir un développement racinaire beaucoup plus fort, avec ce que l'on appelle des racines en chevelu, beaucoup plus fines, ce qui va permettre à la plante d'être beaucoup plus résistante à n'importe quel stress qu'elle va pouvoir subir derrière. On a un effet direct sur les minéraux, ils sont mieux dissous, donc plus facilement absorbables par la plante, et on a cet effet indirect avec une surface de racines beaucoup plus forte en contact entre l'eau et les engrais. Ce qui explique qu'on peut utiliser moins d'eau, environ 30%, on utilise moins d'engrais, aussi autour de 30%, et à la fin, on va avoir une meilleure qualité de la plante et des meilleurs rendements en utilisant moins de ressources. Et ça, on le mesure facilement en faisant des prélèvements au niveau des feuilles, des fruits, qui contiennent plus de minéraux, même si on en met moins. Ça va être plus facilement absorbable par les plantes. Et derrière, on va avoir aussi une meilleure qualité. Dernier élément où on est assez unique, c'est pour la saturation des sols en sel. Aujourd'hui, c'est la plus grosse problématique que l'on a dans les régions semi-arides, c'est que les sols deviennent impropres aux cultures, et notamment, par exemple, au Brésil, on va faire de la déforestation pour avoir des nouvelles terres pour continuer à cultiver du soja ou d'autres cultures. Normalement, lorsqu'on a des sols qui sont saturés, on doit utiliser beaucoup d'eau de bonne qualité. Avec notre technologie, même si on utilise 30% moins d'eau, on va redissoudre ces sels cristallisés dans le sol. Ces minéraux vont être de nouveau disponibles pour les plantes, et ce qui n'est pas utilisé par la plante, ça va se retrouver sous la rhizosphère, et donc ça sera plus toxique pour la plante. Les 30% d'économie d'eau que je vous ai parlé sont très importants, parce que les spécialistes aujourd'hui arrivent à démontrer dans la plupart des bassins versants au monde que le shift entre une situation de pénurie à une situation de durabilité, c'est souvent entre 20 et 30% d'économie d'eau que l'on doit réaliser. Et donc, ces 20 à 30% d'économie d'eau sont vraiment importantes dans la plupart des régions au niveau mondial.
Notre équipement AquaCAD s'accompagne de services, donc on a des ingénieurs agronomes sur le terrain pour mesurer ce que l'on fait de manière à bénéficier de la totalité des bénéfices de la technologie. Et donc, derrière, on va mesurer ce que l'on fait, ce qui nous permet d'avoir des bases de données importantes sur les économies d'eau, sur les améliorations en production. Un exemple, ici, c'est un grand champ d'amandes en Californie. On va déterminer un bloc. Sur ce bloc, on va déterminer une zone traitée avec notre système AquaCAD et une zone de contrôle. Et sur ces zones-là, ensuite, on va utiliser des sondes connectées que l'on met dans le sol. On va mesurer l'humidité du sol, on va mesurer la dynamique des sels dans le sol, donc la charge ionique. On va faire des prélèvements de sol pour mesurer ces quantités. On va utiliser des sondes que l'on met sur les arbres, ce que l'on appelle les sap flow sensors, qui mesurent le flux de la sève dans les arbres. On va faire appel aux drones, aux satellites qui vont faire des imageries à travers des algorithmes en fonction des cultures, en fonction des types de sols, qui vont ressortir des cartographies d'humidité du sol, de qualité des plantes, les NDVI et ces critères-là. Ils vont mesurer l'évolution de la canopée des arbres. Et c'est là où on voit le lien justement avec l'intelligence artificielle, les algorithmes et comment savoir quel est le confort des plantes pour qu'ensuite les agriculteurs puissent modifier leurs habitudes, réduire l'irrigation, réduire la fertigation, utiliser moins de ressources, mais pour avoir un confort optimal des plantes. Donc on utilise moins d'eau. Moins d'eau veut dire moins de pompage de l'eau, donc économie d'énergie, moins d'utilisation d'engrais, moins d'utilisation de produits phytosanitaires. On peut utiliser des eaux chargées en sel au lieu d'utiliser de l'eau potable. Donc on remplace par exemple des osmoseurs inverses. On va permettre de restaurer et de préserver les sols. Donc tous ces éléments vont permettre de faire des économies d'énergie importantes. Et c'est pour ça aussi que notre entreprise est soutenue par le Fonds technologique de l'Office fédéral de l'environnement, par la Fondation suisse pour le climat, par rapport à ces économies importantes que l'on peut réaliser. On a mis en place ce que l'on appelle un programme de valeur partagée pour une agriculture régénérative, c'est-à-dire qu'en plus de tous les bénéfices terrains que l'on apporte dans les champs, on a aussi tous les bénéfices des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance corporate qui sont maintenant de plus en plus mis en avant, tous les ESG, à travers des multinationales et autres qui ont une communication de plus en plus forte parce qu'il y a les consommateurs, la population qui poussent aujourd'hui pour plus de durabilité. Et donc on apporte ces deux éléments avec nos technologies. Et d'être durable, c'est directement l'ADN de notre entreprise. On satisfait notamment 11 des objectifs de développement durable. On a des panneaux solaires aussi sur le toit de notre bâtiment, donc on produit plus d'énergie que ce que l'on consomme sur une année. Et donc pour récapituler, l'eau c'est l'or bleu et c'est le défi du 3e millénaire. On se rend compte de plus en plus que c'est en train de remplacer le pétrole sur des conflits actuels ou des conflits à venir au niveau de la géopolitique mondiale. Notre technologie permet une irrigation dans les zones arides et semi-arides principalement, mais pas seulement, parce qu'on a un projet, comme je vous ai dit, en vallée, même si on considère que c'est le château d'eau de l'Europe. Ça permet d'être peu impacté par la salinité, que ce soit dans l'eau ou au niveau des sols. Ça permet de faire des économies importantes qui sont le degré de changement d'une situation de pénurie à une situation durable. Ça permet d'empêcher des migrations de population, donc ça permet de produire plus, mais dans certaines régions du monde, la situation est telle, au Maroc, la mer d'Aral, en Asie centrale, que ça entraîne des migrations de population lorsqu'on n'a plus la possibilité de cultiver des terres ou lorsqu'on n'a plus suffisamment d'eau. Et tout cela, c'est clé en combinaison avec d'autres technologies, et notamment l'agriculture 4.0. Donc tout ce qui est robotique, c'est de plus en plus utilisé aussi dans l'agriculture pour être plus efficace, remplacer certaines personnes au niveau des récoltes. On a des robots maintenant qui viennent aussi cibler les pulvérisations des produits phytosanitaires, etc. Donc c'est de plus en plus utilisé. L'Internet des objets, l'utilisation des données, les algorithmes, l'intelligence artificielle, comme j'ai expliqué au niveau des drones, des satellites, des sondes connectées, etc. Et tout ça pour être plus efficace et pour essayer de résoudre ce challenge de la protection alimentaire mondiale pour pouvoir produire plus avec moins de ressources et notamment cette ressource en eau qui est de plus en plus précieuse. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Éric Valette de nous avoir donné cet éclairage, non pas cette fois centré sur l'humain mais sur l'humanité. Avec l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est aussi essentielle pour justement
la suite de l'humanité, on pourrait dire, hein, avec la guerre de l'eau qu'on sait qui est un des enjeux majeurs.